Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invitée du jour a été un temps la ministre la plus populaire du gouvernement Hollande. Elle s'était retirée de la politique après son échec aux législatives de Villeurbanne. Elle a décidé d'y replonger pour les régionales. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas choisi une élection des plus faciles pour votre retour en politique. C'est pas faux. Les sondages du jour ne sont pas très bons, vous annoncez en dessous de 9%, cinquième place, vous ne vous découragez pas ? Non, il ne faut pas se décourager. Je veux dire, je savais à quoi m'attendre en venant mener cette campagne. Je pense que la situation pour la gauche dans son ensemble n'est pas simple en ce moment dans le pays, mais ça doit justement nous interroger, parce que si la gauche s'efface progressivement des réponses politiques dans ce pays, c'est toute une série d'enjeux et de réponses concrètes qui disparaissent, et notamment l'enjeu social, et notamment la question de la lutte contre les injustices, les inégalités. Et donc moi, j'ai considéré qu'il était important que la gauche, et notamment une gauche de gouvernement, vienne porter ces valeurs et ces idées-là. C'est un combat qui n'est pas simple pour toutes les raisons que l'on sait. Et évidemment, la crise sanitaire y est pour beaucoup, mais aussi une forme de gouvernance qui s'est installée depuis 2015 ici, qui est une gouvernance de la tromperie, donc du clientélisme, de l'incapacité à être dans la vérité, dans ce qu'on dit comme dans ce qu'on fait, qui rend en effet la campagne compliquée pour les gens qui viennent là avec cette forme de vérité. Mais pour autant, je pense que c'est justifié de la mener, je pense que nous allons continuer à nous battre pour que le soir du premier tour, nous fassions tous ensemble le meilleur score possible. Je continue à penser que c'est à la gauche de gouvernement d'arriver première parce que c'est nous qui avons les réponses les plus adaptées à la crise actuelle. Et puis ensuite, nous nous rassemblerons et nous ferons face à Laurent Wauquiez. Un dernier mot sur le climat de la campagne. Il y a quelques jours, vous avez dénoncé un climat délétère suite à des tags xénophobes sur vos affiches, notamment à Bron. Depuis, vos opposants ont réagi, même Laurent Wauquiez est monté au créneau. Est-ce que ça a contribué à apaiser le climat de la campagne ? C'est au-delà de ma personne, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, j'en ai vu d'autres et c'est pas ça qui m'empêche d'avancer, vous imaginez bien. Il y a plusieurs choses. Il y a un climat, en effet, qui s'est considérablement dégradé depuis quelques années, depuis y compris quelques mois. Il suffit d'allumer sa télé tous les jours pour constater que la libération de la parole, la banalisation des mots, de la haine, du clivage permanent, ça a un impact sur notre morale collectif, ça a un impact y compris sur les violences physiques qui se déploient, sur le racisme qui se déploie, sur l'homophobie qui se déploie. Bon, donc ça c'est quand même, ça fait typiquement partie des sujets que la gauche veut traiter, et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'elle soit forte dans le paysage, parce que sinon on a juste une droite qui court après l'extrême droite dans l'extrémisation de ses thèses. Et ensuite, pour ce qui est du soutien, ou en tout cas des expressions des uns et des autres, bien sûr que j'ai apprécié que chacun, sauf le Front National, grosso modo, apporte une forme de dénonciation du racisme et de la xénophobie. Mais à un moment donné, si on veut être sérieux, chacun doit aussi se demander quelle est sa contribution au quotidien au développement de ce racisme et de cette xénophobie. Et je pense qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui devraient se regarder dans un miroir en se demandant dans quelle mesure ils ne sont pas co-responsables de la dégradation de notre paysage politique. Je sais qu'on a tendance Vous pensez à Laurent Wauquiez ? Je sais qu'on a tendance à tout oublier de nos jours et à se faire dupe de tout. Mais enfin, M. Wauquiez, par exemple, c'est l'homme qui a passé son temps à dénoncer le cancer de l'assistanat en parlant des chômeurs. M. Wauquiez, c'est l'homme qui a passé son temps à dénoncer le mariage pour tous en expliquant que ça ne faisait pas partie de ses valeurs, etc. et à comparer la procréation médicalement assistée à de l'eugénisme nazi. Enfin, comment voulez-vous que ce type de propos ne développe pas, en l'occurrence, l'homophobie, la chasse aux plus pauvres. Voilà, on sort d'une crise sanitaire et d'une crise économique et sociale qui devraient tous nous amener à reconsidérer ces folies-là, parce que ce sont des folies, des errements, et à nous concentrer sur ce qui est les réponses aux besoins de solidarité, aux besoins de liens, aux besoins d'activité économique aussi de nos concitoyens. Moi, dans le programme que je présente ici, on trouve tout cela. Dans le programme de M. Wauquiez, non. En avez-vous entendu parler ? Alors parlons de votre programme justement. Ancienne ministre de l'Éducation, vous avez naturellement mis la jeunesse au cœur de votre projet. Un mot pour tous les lycéens de la région qui sont en ce moment dans les réponses de Parcoursup. Vous dites que c'est toujours mieux que le tirage au sort ? Mais n'importe quoi, mais pas du tout. Je m'attendais à cette réponse. Non, mais ça fait partie des grandes blagues de ces dernières années, depuis 2017. Enfin, il
énormément de choses qui ont été dégradées depuis 2017 en partant, avec le gouvernement actuellement en place, en partant de storytelling, de récits qui étaient faux. C'est-à-dire que, par exemple, pour pouvoir imposer la réforme Parcoursup, on a raconté à tout le monde que APB, le système précédent, était un système dans lequel on tirait au sort. C'était évidemment faux. C'était évidemment faux. Ça n'était pas un système généralisé de tirage au sort, sinon les lycéens le sauraient. Il y avait des tirages au sort. Il y avait des tirages au sort de façon extrêmement ponctuelle dans quelques filières en tension où les candidats étaient tous au même niveau et donc il fallait bien à un moment donné trouver un moyen, mais c'était quelques filières très très limitées, sûrement pas. Et sans doute une erreur quand même de l'avoir laissé. Quand les candidats sont tous au même niveau, comment voulez-vous les sélectionner et qu'il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde? Allez-y, si vous trouvez une meilleure solution. Mais je ne dis pas que le tirage au sort est une solution idéale, mais je dis juste qu'on était sur quelques cas et sûrement pas la majorité. Mais revenons à Parcoursup. La réforme que j'ai combattue au contraire de toutes mes forces, elle a amené à quoi? Mais demander aux lycéens et aux parents concernés, elle a amené à une orientation et un accès à l'enseignement supérieur à 2 vitesses, puisque aujourd'hui, les familles qui ont les moyens vont aller chercher les services privés d'officines spécialisées dans la rédaction de lettres de motivation, dans le remplissage de dossiers de candidature, etc., pour leurs enfants. Et pendant ce temps-là, les autres sont complètement paumés à remplir tout cela, alors qu'il en va du coup de la vie de leurs enfants. C'est quand même hyper important de savoir qu'on va être accepté ou pas dans l'enseignement supérieur de son choix. Et donc, on a installé une forme de sélection dans l'accès à l'enseignement supérieur qui n'avait pas lieu d'être là, parce que c'est du malthusianisme, c'est une façon de dire « mais non, mais tout le monde n'a pas à avoir accès à l'enseignement supérieur, ça doit être réservé à quelques-uns ». Mais non. Tous ceux qui veulent poursuivre leurs études devraient pouvoir le faire. On devrait au contraire créer plus d'universités, créer plus de places dans les universités, pas limiter l'accès. C'est quelque chose qui est possible à l'échelle de la région ? Eh bien, moi, personnellement, en tout cas, ça fait partie des choses dont nous sommes bien la seule liste à parler. Moi, je compte en effet revenir comme région très forte sur la question des campus universitaires, sur la question de la vie étudiante. Par exemple, en créant des résidences universitaires, alors que je ne sais pas pourquoi Laurent Wauquiez s'est désengagé de cette compétence-là. Nous travaillerons aux côtés de l'État, aux côtés de toutes nos universités pour créer la grande université d'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous manque aujourd'hui. Et puis, s'agissant de Parcoursup, eh bien, nous allons mettre en place un service public de l'aide à l'orientation et à Parcoursup, puisque en fait, finalement, ce que les familles qui ont les moyens arrivent à obtenir avec le secteur privé, nous l'offrirons avec un service public de la région. Nous aiderons les familles et leurs élèves, leurs enfants, à faire ces démarches sur Parcoursup, à ne pas se laisser avoir, à bien comprendre ce qui les attend derrière, etc. Et même en amont, puisque nous avons en charge les lycéens, à bien choisir leur spécialité, parce que vous avez bien compris qu'au lycée désormais, vous devez choisir des spécialités et qu'ensuite ça compte dans le dossier qui va vous permettre d'accéder à tel ou tel enseignement supérieur. Et là aussi, il y a beaucoup de tromperies, c'est-à-dire qu'en fait, on vous laisse croire que vous pouvez tout faire, mais sauf que ce n'est pas le cas. Dans tous les lycées, vous n'avez pas les spécialités que vous aimeriez faire. Vous n'êtes pas informé du fait qu'il faut bien telle spécialité pour espérer un jour être reçu en fac de telle discipline. Voilà, la région viendra pallier toutes ces difficultés pour rendre l'accès à l'enseignement supérieur équitable. Alors, ce qui est au cœur des compétences de la région, c'est vraiment la formation professionnelle. J'ai vu que vous aviez une proposition, pour le coup originale, c'est, comme vous l'appelez, que la région se porte caution sur les premiers emplois. Oui. Concrètement, de quoi il s'agit ? C'est très simple, c'est-à-dire que en fait, la région est une collectivité qui a des compétences majeures dans le quotidien des jeunes. On ne le sait pas aujourd'hui parce que Laurent Wauquiez n'en a rien fait, mais si on se plonge un peu dans la réalité de ce que sont les compétences, les capacités, les budgets de la région, je peux vous dire qu'en fait, c'est la collectivité la mieux placée pour traiter de l'emploi des jeunes, dans le sens où on est chef de file du développement économique. Donc ça veut dire que c'est nous qui avons le lien direct avec toutes les entreprises de la région, donc toutes les entreprises qui recrutent dans la région. Nous connaissons parfaitement leurs besoins. Il y a 325 000 offres d'emploi non pourvues aujourd'hui à l'échelle de la région. Vous vous rendez compte ? Alors qu'on a 700 000 chômeurs. C'est un truc de dingue. Il faut mettre en relation tout cela. Nous allons nous donner comme priorité l'accès des 18-30 ans à leur premier emploi. Parce qu'on voit bien qu'avec la crise économique, c'est celui-là qui est mis en difficulté, l'accès au premier emploi. Donc nous allons faire se rencontrer ces entreprises avec leurs offres d'emploi non pourvues, ces jeunes, nous allons créer un service exprès pour cela, nous allons coacher les jeunes en question, nous allons faire en sorte que quand ils arrivent à s'entendre, entreprises jeunes, nous apportions la formation qui convient bien pour qu'ils soient qualifiés pour exercer le poste.
Ça pourra être des formations flash de quelques semaines, de quelques mois ou plus longues en fonction. Mais en tout cas, nous préparerons totalement le jeune à accéder à cet emploi. Et enfin, lorsque le contrat est sur le point d'être signé, mais qu'en fait, il y a quand même une dernière chose qui bloque, qui est par exemple du côté de l'entreprise, l'incertitude sur son carnet de commandes, la justification d'embaucher quelqu'un d'autre, etc. La région prendra en charge la période d'essai du jeune pour la soulager, pour lui montrer à l'usage qu'elle a besoin de lui. Et lorsque le frein vient... C'est la région qui prendra en charge le salaire du jeune. Absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'on lève tous les freins. Ouais. Et lorsque le frein vient de la part du jeune, par exemple, à qui le poste plairait bien, mais bon, il est à l'autre bout de la région et il n'a pas les moyens de se transporter ou de se loger, la région prendra en charge pendant les premiers mois son transport et son logement. Donc c'est vraiment des solutions, finalement, pour aller chercher chacun de ceux qui n'arrivent pas par eux-mêmes à trouver un job et faire en sorte qu'ils aient le premier pas dans l'emploi, parce que c'est celui-là qui compte. Vous ne craignez pas un effet d'aubaine où les entreprises finalement recrutent des jeunes gratuitement grâce à la région ? Non, pendant une période de 3 mois ? Non, parce qu'il y a une forme de contractualisation. Vous savez, dans la mesure où on prend notamment la charge de la période d'essai, ça veut dire que la région, juridiquement parlant, on dit qu'elle se fait tiers employeur. Et donc, il y a une forme de contractualisation entre le jeune, l'entreprise et la région qui nous permet d'évaluer et de surveiller tout cela. Mais en plus, je pense qu'honnêtement, il faut aussi faire confiance un petit peu. Vous savez, nos entreprises, elles ne sont pas là à la recherche de la tricherie en permanence. Hein. Elles sont surtout le couteau sous la gorge en ce moment, parce qu'on ne le dit pas assez. Hein. Mais il y en a au moins 1 sur 10 qui craint de ne pas pouvoir rembourser son prêt garanti par l'État. Un nombre hyper important de TPE, PME craignent de mettre la clé sous la porte tout simplement. Dans toute la région, j'en ai vu plusieurs, des plans sociaux nous attendent dans plusieurs entreprises de l'industrie en particulier. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça la réalité des entreprises et donc on a besoin de les accompagner et c'est la raison pour laquelle on fera ces efforts-là s'agissant de l'emploi des jeunes. En plus, c'est gagnant-gagnant, d'une certaine façon, puisqu'on aide aussi les jeunes à mettre leur premier pas dans l'emploi. Mais on fera aussi un autre effort considérable avec les entreprises, qui est qu'on va créer un fonds d'investissement régional qui s'appelle le fonds Impact Avenir, qui est un fonds qui va permettre de venir financer les entreprises directement en fonds propres, en capital, et pas en prêt ou en avance remboursable, parce qu'elles ont besoin d'argent frais en ce moment. Et ce fonds d'investissement régional qui n'a jamais existé jusqu'à présent, il sera d'une puissance de feu d'1 milliard d'euros, donc c'est assumé. On a envie que les entreprises se sentent un peu soulagées pour se ressaisir dans cette période critique. Vous prendrez une participation au capital des entreprises ? Exactement, c'est une participation au capital des entreprises. Ce fonds d'investissement, il sera abondé de 3 façons, par la région elle-même directement, par le secteur privé bancaire, qu'on invitera à nous accompagner dans la démarche, et par les épargnants d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'après tout, un certain nombre d'entre nous ont pu, pendant cette période de confinement, mettre de l'argent de côté. Et plutôt que de le laisser dormir, il y a aussi finalement un apport à l'économie locale, il y a aussi une prise de participation qui peut être fructueuse. Hein. On peut aussi gagner de l'argent, évidemment, en soutenant notre tissu local. Et je pense que c'est aussi quelque chose que les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes veulent faire. C'est la raison pour laquelle on aura ce fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, il viendra en soutien aux entreprises de façon forte, donc, avec simplement deux sujets qu'on posera sur la table et qui seront un peu nos conditionnalités. C'est la question de l'emploi. Évidemment, on ne va pas mettre de l'argent dans une entreprise qui ensuite fait un plan social, ça c'est pas possible. Je le dis parce que quand même c'est ce que Laurent Wauquiez a fait à plusieurs reprises ces derniers temps, confère l'entreprise Dynastar par exemple. Et deuxièmement, on demande aux entreprises qui bénéficient de ces fonds de s'engager dans des démarches vertueuses en faveur de la transition écologique d'une part, de la transition sociale de l'autre. Donc finalement, on prépare l'avenir, quoi. C'est un peu ce qui a manqué depuis 2015 ici. C'est très étonnant hein, parce que finalement, souvent la droite se fait le chantre de l'économie. Nous sommes très très forts. En fait, je ne vois absolument pas quel a été le cap économique ici, dans cette région de M. Wauquiez. Il n'y a pas eu de vision de ce que devait être l'avenir de notre territoire et les filières à développer. Par exemple, nous disons très simplement, oui, il y a des filières à développer en matière d'énergie renouvelable. Il a beaucoup misé sur l'hydrogène. Pardon ? Il a beaucoup misé sur l'hydrogène dans les grandes filières. Sur la fin. Non mais franchement... C'est des annonces assez tôt dans ce moment. Non, ça fait partie des choses vraiment très amusantes. Enfin, je préfère en rire parce qu'à un moment donné, il faut être aussi un peu léger. Mais
C'est quand même très amusant de voir le nombre de sujets sur lesquels M. Wauquiez n'a strictement rien fait depuis 2015, et puis qu'à l'approche de l'élection, soudain il se réveille, il comprend que peut-être ce serait pertinent d'avoir un RER métropolitain autour de Lyon, il comprend que ce serait pertinent de financer en effet le train hydrogène. Non, mais il faut être sérieux. De rénover les lycées. De rénover les lycées, voire même d'en construire. Mais alors pourquoi n'en a-t-il pas construit depuis 6 ans? Enfin, moi, je veux bien que la démocratie soit une espèce de carton-pâte, mais à un moment donné, c'est les gens qui vont être les premiers à en subir les conséquences. Donc il faut se ressaisir, là. Il faut aller regarder ce que les gens font, les élus font. Bien sûr, dans vos listes, vous avez parfois des inconnus, alors vous prenez des risques parce que vous dites c'est une page blanche, on ne sait pas si on peut leur faire confiance ou pas confiance. Mais quand ce ne sont pas des inconnus, Laurent Wauquiez n'est pas inconnu, et d'ailleurs moi non plus, je ne suis pas inconnu. D'ailleurs Bruno Bonnell non plus n'est pas un inconnu. Il suffit de reprendre les pédigrés de ces personnes que donc vous connaissez, d'aller chercher dans leur historique ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, d'accord? Et puis comme ça, on se fait une idée très simple, on ne prend pas de risque. Monsieur Wauquiez, moi j'ai souvenir en 2015 par exemple qu'il disait très 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 fort « Je vais faire disparaître les déserts médicaux dans cette région ». Je vais voir, je vérifie, les déserts médicaux ont progressé dans notre région. Et c'est possible pourtant de les faire reculer. Il y a d'autres régions qui les ont fait considérablement reculer. Donc, vous voyez, je vous donne juste un exemple. Donc, pour finir sur le cap économique, ce qui me fascine, c'est à quel point il n'y a eu aucune préparation de l'avenir de ce territoire. Les subventions qui ont été délivrées à des entreprises l'ont été sans aucun critère, sans aucune conditionnalité. On est allé aider Vinci pour construire des autoroutes et pendant ce temps-là, on laissait des entreprises vertueuses qui avaient des solutions, y compris de transition écologique, et qui demandaient un coup de main sans réponse, même pas de réponse négative, sans réponse. C'est tout ça qui ne va pas, évidemment. Et ce sera une conclusion pour cet entretien qui a largement débordé le temps imparti, je m'en excuse. Mais je vous remercie de votre présence et moi je vous souhaite à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon. Merci à vous.